Il existe des hommes qui incarnent le mal avec une telle efficacité mécanique, si dépourvus de passion visible, qu'ils en deviennent plus terrifiants que les fanatiques qui hurlent depuis les balcons. Reinhard Tristan Eugen Heydrich était l'un de ces hommes. Né le 7 mars 1904 à Halle an der Saale, une ville de province de la Saxe prussienne, ce fils d'un directeur de conservatoire de musique et violoniste d'opéra allait mettre en place, en moins d'une décennie, l'appareil répressif le plus efficace que le monde moderne ait connu jusqu'alors. Il ne l'a pas fait avec des discours. Il l'a fait avec des dossiers, des fiches, des dénonciations et des listes. Chef du bureau central de sécurité du Reich, le RSHA, commandant de la Gestapo, organisateur des Einsatzgruppen, président de la tristement célèbre conférence de Wannsee, protecteur par intérim de la Bohême et de la Moravie. Chacun de ces titres représente, à lui seul, des centaines de milliers de morts. Ensemble, ils constituent l'épine dorsale de l'Holocauste. Adolf Hitler lui-même, qui ne distribuait pas facilement les éloges, l'a publiquement qualifié de « homme au cœur de fer ». Heinrich Himmler, son supérieur hiérarchique, le craignait avec un mélange d'admiration et de terreur difficile à dissimuler. Au sein de la SS, les généraux chevronnés parlèrent de lui à voix basse. Mais l'histoire de Heydrich ne commence pas dans les chambres de la terreur. Elle commence par une humiliation. Un jeune officier de marine, brillant mais profondément complexé, expulsé de la Kriegsmarine en déshonneur, incapable d'épouser celle à qui il avait fait des promesses. Un homme qui portait le poids des rumeurs. On disait qu'il avait du sang juif, une rumeur qui le poursuivit toute sa vie et qui, paradoxalement, a peut-être alimenté la férocité avec laquelle il persécuta les Juifs. Cette blessure ne cicatrita jamais, et c'est précisément à partir de cette blessure qu'il construisit tout le reste. Ce qui suit n'est pas seulement l'histoire d'un criminel de guerre. C'est l'histoire de la façon dont un système peut transformer la médiocrité blessée en horreur systématisée. Et c'est aussi l'histoire de deux hommes, un Slovaque et un Tchèque, qui ont décidé que cette horreur devait prendre fin, même si cela devait leur coûter la vie, parce que quelqu'un devait le faire. La ville de Halle an der Saale, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Leipzig, n'était pas un endroit particulièrement hostile au début du XXe siècle. C'était une ville de musique, d'université, d'une bourgeoisie cultivée qui tirait fierté de ses conservatoires. Bruno Heydrich, le père de Reinhard, y avait fondé en 1901 le conservatoire de musique, de théâtre et de pédagogie de Halle et jouissait d'une certaine réputation en tant que ténor wagnérien. En 1895, 9 ans avant la naissance de son fils, Bruno avait même composé un opéra dont le protagoniste portait un nom qui s'avérerait avec le temps d'une prophétie inquiétante, le crime de Reinhard. Le petit Reinhard grandit dans cet environnement de culture et de discipline, entre partition et répétition, sous le regard sévère de sa mère Elisabeth, dont la rigueur domestique venait compléter le tempérament artistique de son père. Dès son enfance, il montra un talent pour le violon, un talent qu'il conserva toute sa vie et qu'il mettrait à profit, durant ses années au pouvoir, pour jouer des quatuors de chambre avec des musiciens invités dans sa villa. L'homme même qui signait des ordres de déportation massive jouait du Beethoven avec des doigts précis et une concentration presque monastique. Mais l'enfance de Reinhard a également été marquée par quelque chose qu'il n'a jamais pu contrôler, les rumeurs. Dès l'école, ses camarades l'appelaient « Ici », diminutif d'Isidore, un prénom alors associé aux Juifs dans les cercles antisémites allemands. Plus tard, lorsque sa voix prit ce timbre étrange et aigu, presque féminin, qui l'accompagnerait toute sa vie, les moqueries s'intensifièrent. Ajoutées à sa silhouette, grand, mince, aux hanches larges que certains trouvaient efféminées, et aux rumeurs sur ses origines, Heydrich était une cible toute désignée pour le harcèlement scolaire de l'époque. Les historiens ont longuement débattu de la question de savoir s'il existait un fondement réel aux rumeurs concernant ses origines juives. Les enquêtes menées par le régime nazi lui-même, alors que Heydrich était déjà une figure du pouvoir, n'ont trouvé aucune preuve. Mais l'accusation était suffisamment humiliante pour qu'il mène lui-même une enquête avec une paranoïa presque obsessionnelle. Selon l'historien Robert Gerwarth, auteur de ce qui est probablement la biographie la plus exhaustive sur Heydrich publiée en anglais, cette insécurité profonde fut l'un des moteurs psychologiques de sa carrière. La question que certains posent à voix basse, a-t-il persécuté les Juifs pour prouver qu'il n'était pas l'un d'entre eux?
n'a pas de réponse définitive. Mais elle n'est pas non plus farfelue. Au printemps 1922, après avoir obtenu son baccalauréat, Heydrich prit une décision qui surprit son père. Au lieu de poursuivre une carrière musicale, il s'engagea dans la Reichsmarine, la marine allemande, le 30 mars de cette année-là. Il avait 18 ans. La marine était alors une institution intensément nationaliste, fière d'elle-même malgré, ou peut-être à cause, de l'humiliation que les termes du traité de Versailles avaient représenté pour la puissance navale allemande. Pour un jeune homme comme Heydrich, qui depuis son enfance avait suivi avec dévotion les chroniques de la Grande Guerre et rêvait d'une identité plus solide que celle que lui offrait le conservatoire de son père, la marine avait l'attrait d'une fraternité où il pourrait montrer qui il était vraiment. Ce ne fut pas si simple. L'adaptation à l'environnement du corps des officiers fut difficile. Heydrich était intelligent, assidu et physiquement doué. C'était un épéiste de haut niveau, un cavalier compétent et, plus tard, un pilote. Mais cette même combinaison d'arrogance défensive et de sensibilité à fleur de peau qui lui avait causé des problèmes à l'école continuait de compliquer ses relations. Un officier qui a servi avec lui à cette époque le décrivait comme quelqu'un capable d'une dureté calculée dans les relations professionnelles et d'une vulnérabilité presque enfantine lorsqu'il se sentait attaqué personnellement. C'est dans la marine qu'il a servi pendant un certain temps sous les ordres indirects de l'amiral Wilhelm Canaris, l'homme même qui, des années plus tard, dirigerait l'Abwehr, les services de renseignement militaires allemands, et deviendrait l'un des rares acteurs du régime à avoir eu le courage, tardif et ambigu, de le combattre de l'intérieur. En 1928, Heydrich avait atteint le grade de lieutenant. En décembre 1930, lors d'un bal à Kiel, il fit la connaissance de Lina von Osten, fille d'un instituteur de l'île de Fehmarn, dans la mer Baltique. Lina était blonde, jeune, elle avait 19 ans, et avait des convictions nationales socialistes bien ancrées qu'elle ne cachait pas. Leur idylle fut fulgurante. Après à peine 4 rencontres, ils se fiancèrent. C'était, du moins en partie, une décision calculée. Lina incarnait l'image aryenne dont Heydrich avait besoin pour faire taire les rumeurs une bonne fois pour toutes. Mais c'est alors que survint le scandale qui allait tout changer. Les versions exactes des faits varient selon les sources, mais l'essentiel de l'affaire est clair. Heydrich avait entretenu une relation avec la fille d'un haut responsable des chantiers navals de Kiel, une relation qui impliquait, selon les conventions sociales de l'époque, une promesse de mariage. Lorsqu'il rompit ce lien pour se fiancer à Lina von Osten, le père de la jeune femme, se sentant offensé dans l'honneur de sa famille, déposa une plainte officielle auprès de la haute hiérarchie de la marine. En mai 1931, le grand amiral Erich Raeder ordonna la convocation d'un tribunal d'honneur naval pour examiner la conduite de Heydrich. Ce qui s'est passé dans cette salle est en soi révélateur du caractère de l'homme. D'après les archives du procès, son comportement devant le tribunal frôlait l'arrogance. Il a menti de manière éhontée, a nié l'évidence et a affiché un mépris si manifeste pour la dignité de la procédure que les juges eux-mêmes en ont été scandalisés. Le tribunal l'a déclaré coupable de conduite indigne d'un officier et l'a contraint à rendre sa commission en avril 1931. L'expulsion est survenue alors qu'il ne lui restait que quelques semaines pour atteindre les années de service nécessaires à l'obtention d'une pension. Ce détail a son importance. Il ne s'agissait pas seulement d'un déshonneur, c'était la ruine financière, et cela arriva au pire moment possible. En 1931, l'Allemagne était au plus bas de la Grande Dépression. Le chômage dépassait les 30% de la population active. Les banques faisaient faillite. Les rues de Berlin, Hambourg, Leipzig étaient remplies d'anciens combattants, de professionnels sans emploi, de jeunes sans avenir visible. Heydrich avait 27 ans, un dossier entaché et aucune qualification civile évidente. Même le modeste salaire qu'il avait perçu dans la marine et qui, espérait-il, se transformerait en pension, avait disparu. C'est précisément Lina, sa future épouse, qui l'orienta vers le parti qui était en train de transformer l'Allemagne. Le NSDAP, le Parti national-socialiste d'Adolf Hitler. Lina von Osten était une antisémite convaincue bien avant de rencontrer Reinhard. Son frère militait déjà dans les rangs du parti. Elle lui montra la voie. Et un ami de la famille Heydrich, Karl von Eberstein, réussit à organiser une rencontre qui allait tout changer. Un entretien avec Heinrich Himmler, chef des SS.
Il y a une ironie sous-jacente dans cette rencontre que les historiens soulignent souvent. Himmler cherchait quelqu'un ayant de l'expérience dans le renseignement naval pour mettre en place un service d'espionnage interne au sein de la SS. On pensait que Heydrich, en raison de son passage dans la marine, possédait cette expérience. Mais comme l'a souligné l'historien Marc M. Boatner 3 des décennies plus tard, Heydrich avait servi dans les communications, et non dans le renseignement à proprement parler. Himmler prit sa décision sur la base d'informations incomplètes. Peu importait. Le résultat fut le même. L'histoire de cette rencontre, documentée par plusieurs biographes et mentionnée dans les archives mêmes du régime, a quelque chose d'une fable. Lorsque Heydrich entra dans le bureau de Himmler à Munich, en juin 1931, ce dernier lui fit passer un test simple. Il lui tendit une feuille blanche et lui demanda d'esquisser en 30 minutes l'organigramme d'un service de renseignement. Heydrich n'avait aucune expérience réelle dans ce domaine. Mais il avait lu des romans d'espionnage et possédait un sens de l'organisation hors pair. En une demi-heure, il dessina un schéma qui impressionna suffisamment Himmler pour qu'il l'engage sur le champ. Le salaire de départ n'était que de 180 Reichsmark par mois, moins que ce qu'il gagnait dans la marine. Heydrich l'accepta sans hésiter. Le 1er août 1931, Reinhard Heydrich prit la tête du SD, Sicherheitsdienst, le service de sécurité de la SCAC nouvellement créé. Ses moyens de départ étaient dérisoires. Un petit bureau partagé dans la Maison Brune, siège du NSDAP à Munich, une machine à écrire empruntée, des ciseaux, de la colle et quelques chômeurs prêts à faire le travail d'informateur. Selon l'historien Andrew Mollo, au cours de ses premières semaines, Heydrich opérait littéralement depuis une table de cuisine, découpant des coupures de presse et collant des fiches à la main. Le 26 décembre de la même année, il épousa Lina von Osten. C'est ainsi que commença la seconde vie de Reinhard Heydrich. Mais il y a un détail qui fait de cette période fondatrice bien plus qu'une simple histoire d'ambition personnelle ressuscitée. Les rumeurs sur ses origines juives ne disparurent pas avec son entrée dans la SS. Au contraire, elles s'intensifièrent. En 1932, des personnalités telles que Wilhelm Canaris, son ancien supérieur dans la marine, et le gauletteur Rudolf Jordan répandaient ces insinuations au sein même du parti. L'affaire parvint jusqu'à l'expert racial du NSDAP, le docteur Achim Gerke, qui enquêta sur la généalogie de Heydrich avec la même rigueur que celle dont le régime faisait preuve à l'égard des autres. Son rapport fut catégorique. Heydrich était d'origine allemande et exempt de toute trace de sang juif. Le dossier fut officiellement clos. Mais les rumeurs ne s'éteignirent jamais tout à fait, et Heydrich le savait. Cette certitude, enfouie mais jamais éteinte, fut peut-être le moteur le plus constant de toute sa carrière. L'ascension de Heydrich au sein de l'appareil nazi n'était pas simplement le fruit de son ambition personnelle, même si celle-ci a également joué un rôle. Elle était avant tout le résultat d'une compréhension intuitive de ce que la plupart de ses contemporains ont mis des années à saisir. Dans un régime totalitaire, l'information est la forme de pouvoir la plus durable. Depuis son petit bureau à Munich, Heydrich a commencé à mettre en place ce qui allait devenir l'appareil de surveillance le plus sophistiqué que l'Europe ait jamais connu. Il a systématiquement recruté de jeunes universitaires, non pas le genre de brutes de rue qui proliféraient dans les rangs de la SA, les troupes d'assaut d'Ernst Röhm, mais des hommes titulaires de doctorats, ayant une formation juridique et dotés d'une capacité d'analyse. Selon l'historien Michael Wilt, qui a longuement étudié la composition de l'équipe dirigeante du RSHA, la plupart des cadres intermédiaires que Heydrich recruta au cours de ses premières années étaient des diplômés universitaires de moins de 40 ans, dont beaucoup étaient titulaires d'un doctorat. Il s'agissait, selon la terminologie contemporaine, d'une start-up de la terreur. Les dossiers qu'il commença à constituer sur les membres du parti, les politiciens, les hommes d'affaires, les aristocrates et les généraux devinrent rapidement sa véritable source d'influence. Ces dossiers contenaient des compromissions politiques, des relations extra-conjugales, des dettes, des secrets. Il n'existe aucune preuve qu'il les ait systématiquement utilisés à des fins de chantage au cours des premières années, mais la menace implicite suffisait. Tout le monde savait que Heydrich avait un dossier sur pratiquement tout le monde. On disait qu'il en avait un sur Hitler lui-même. Lorsque le parti prit le pouvoir en janvier 1933, Heydrich était déjà un élément indispensable de l'appareil.
En mars de cette année-là, il prit le contrôle de la police politique à Munich et en Bavière. Tout au long de l'année 1934, il étendit ce contrôle au reste du Reich jusqu'à prendre également le commandement de la Gestapo en Prusse. En 1936, lorsque Himmler fut nommé chef de toutes les forces de police allemandes, Heydrich était déjà son second le plus puissant avec le commandement unifié du SD, de la Kripo et de la Gestapo. Il était SS Obergruppenführer und General der Polizei, l'équivalent d'un général 4 étoiles, et il avait 32 ans. Cette même année, un événement en dit long sur l'homme. Heydrich pilota des avions de chasse lors des campagnes de Norvège et de France, puis lors de celles de l'Union soviétique. Ce n'était pas une excentricité, c'était une démonstration délibérée qu'il n'était pas un bureaucrate de bureau, qu'il avait du cran. Le 22 juillet 1941, à peine un mois après l'invasion de l'Union soviétique, son avion fut abattu par des tirs anti-aériens derrière les lignes ennemies. Il réussit à échapper à une patrouille soviétique et à rejoindre les lignes allemandes. Hitler, en apprenant la nouvelle, lui ordonna personnellement de cesser de voler. Il ne pouvait pas prendre le risque que l'homme qui connaissait le plus de secrets du Reich tombe prisonnier des soviétiques. Deux choses distinguaient véritablement Heydrich de presque tous les autres dirigeants nazis. La première était sa froideur. La plupart des dirigeants du parti, Göring, Himmler, voire Hitler à certains moments, agissaient sous le coup de l'émotion, de la haine viscérale, de la théâtralité. Pas Heydrich. Ceux qui l'ont connu décrivaient cette froideur avec des mots très similaires. Calculateur, distant, capable de regarder quelqu'un dans les yeux tout en décidant de son sort sans que le moindre muscle de son visage ne bouge. Walter Schellenberg, chef des services de renseignement extérieur du RSHA et l'un des hommes les plus proches de Heydrich, écrira après la guerre « Derrière cette façade extérieure, si parfaitement maîtrisée, vivait un homme animé par des démons qu'il parvenait à peine à tenir à distance. » La deuxième différence était qu'il n'était pas un fanatique idéologique au sens où l'était Himmler ou Streicher. L'antisémitisme de Heydrich était, dans une large mesure, fonctionnel. Ce n'était pas la haine raciale au sens viscéral qui le motivait. C'était l'efficacité des systèmes, la puissance des mécanismes. Les Juifs étaient, selon sa logique froide, un problème à résoudre. Et lui était l'homme qui résolvait les problèmes. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, l'Allemagne fut secouée par ce que le régime appela par euphémisme la Kristallnacht, la nuit de cristal. En réalité, il s'agissait d'un pogrom organisé depuis Berlin, exécuté sous le couvert d'une réaction spontanée du peuple allemand face à l'assassinat, à Paris, du diplomate nazi Ernst vom Rath par un jeune juif polonais nommé Herschel Greenspan. Greenspan était un adolescent de 17 ans qui venait d'apprendre que sa famille avait été expulsée d'Allemagne. Ses parents avaient été déportés à la frontière polonaise avec des milliers de juifs d'origine polonaise lors d'une opération organisée quelques semaines auparavant. Lorsqu'il a tiré sur vom Rath à l'ambassade allemande de Paris le 7 novembre, il n'avait aucune idée que son geste serait le prétexte que le régime attendait ou fabriquait pour passer à l'étape suivante. Heydrich fut l'un des principaux organisateurs de ce qui suivit. À 1h20 du matin, le 10 novembre, depuis Berlin, il envoya un télégramme urgent à tous les quartiers généraux de la police d'État et du SD en Allemagne et en Autriche. Ce document, conservé dans les archives du procès de Nuremberg sous la référence PS 3051, est un exemple troublant de la manière dont la terreur peut être organisée dans un langage administratif. Ces instructions étaient précises à plusieurs niveaux. Le feu ne pouvait être allumé que là où il n'y avait aucun risque qu'il se propage à des propriétés allemandes non juives. Les commerces et les habitations juives pouvaient être détruits, mais pas pillés. Le vol était sanctionné, non par compassion, mais parce qu'il ternissait l'image de spontanéité que le régime devait projeter. Les ressortissants étrangers, même s'ils étaient juifs, ne devaient pas être touchés afin d'éviter des incidents diplomatiques. Et puis, l'instruction centrale, froide et précise, dans tous les districts, il fallait arrêter autant d'hommes juifs que les prisons disponibles pouvaient en accueillir, de préférence jeunes et en bonne santé, pas trop âgés. Aucun crime ne justifiait l'arrestation. Le critère était exclusivement racial et de capacité physique. Après l'arrestation, les détenus devaient être transférés immédiatement vers les camps de concentration les plus proches.
Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen. Il y avait un autre détail dans le télégramme qui illustre la logique de Heydrich avec une clarté qu'aucun historien n'a pu ignorer. Les synagogues pouvaient brûler, certes, mais avant de les incendier, les archives devaient être confisquées et remises au SD. Documents historiques, archives communautaires, registres généalogiques. Ce n'était pas du vandalisme, c'était une opération de renseignement déguisée en émeute populaire. Au cours de cette nuit et de la matinée suivante, plus de 1400 synagogues furent incendiées dans toute l'Allemagne et en Autriche. Environ 7500 commerces appartenant à des juifs furent pillés et détruits. Les rues des villes allemandes se réveillèrent couvertes de verres brisés, d'où le nom. Les estimations du nombre de morts directs pendant le pogrom varient entre 91 et 400, mais ce chiffre n'inclut pas les décès survenus par la suite dans les camps. Rien qu'à Dachau et Buchenwald, au moins 383 détenus sont morts dans les mois qui ont suivi, victimes de mauvais traitements, de maladies et d'exécutions sommaires. Le 16 novembre, lorsque Heydrich a donné l'ordre de mettre fin aux arrestations, plus de 30 000 hommes juifs avaient été déportés vers ces trois camps. C'était, selon les historiens de l'USHMM eux-mêmes, la première fois dans l'histoire du régime que des personnes étaient arrêtées massivement au seul motif de leur appartenance à la communauté juive sans aucun autre prétexte légal. Tous les mécanismes antérieurs, la loi de Nuremberg, les restrictions en matière d'emploi, l'arianisation forcée des entreprises, avaient maintenu l'apparence d'un cadre légal. Avec la nuit de cristal, cette apparence a disparu. Le régime n'avait plus besoin de prétexte, et c'est Heydrich qui a donné les instructions pour qu'il en soit ainsi. Mais avant d'en arriver là, Heydrich avait déjà montré de quoi il était capable lors d'un événement que les historiens considèrent comme son premier grand bond en avant sur l'échelle du pouvoir réel. La nuit des longs couteaux, le 30 juin 1934. Pour comprendre cet épisode, il faut saisir la tension qui existait en 1934 entre les SS et les SA. La Sturmabteilung, les chemises brunes d'Ernst Röhm. Les SA avaient été le bras armé du parti pendant son ascension au pouvoir. 3 millions d'hommes, dont beaucoup étaient des vétérans de la Grande Guerre, brutaux et difficilement contrôlables. Röhm, son chef d'état-major et vieil ami personnel d'Hitler, rêvait d'intégrer la SA dans une nouvelle armée révolutionnaire populaire qui supplanterait la Wehrmacht. Les généraux de la Reichswehr, dont Hitler avait besoin, le rejetaient avec horreur. Et Hitler lui-même commençait à voir en Röhm une menace pour son autorité absolue. C'est Heydrich qui a constitué le dossier. Agissant de concert avec Himmler et Göring, il a compilé un dossier sur Röhm comprenant des informations réelles sur son homosexualité. Un levier dont il savait qu'il fonctionnerait contre quelqu'un d'aussi viscéralement homophobe qu'Hitler, et des preuves fabriquées. Un prétendu accord dans lequel Röhm acceptait 12 millions de marks de la France en échange d'un complot contre Hitler. Ces preuves étaient une invention, mais elles sont arrivées au bon moment, au bon destinataire, sous la bonne forme. Cela suffisait. Dans la nuit du 30 juin au 2 juillet 1934, l'opération Colibri, tel était son nom de code, a procédé à la purge. Les SS et la Gestapo, sous la coordination directe de Heydrich, arrêtèrent et exécutèrent les dirigeants de la SA dans toute l'Allemagne. Röhm fut arrêté à son hôtel de Bad Wiessee, en Bavière, et finalement fusillé dans sa cellule le 1er juillet. Le nombre officiel d'exécutés s'élevait à plus de 150, bien que des estimations ultérieures portent ce chiffre à plus du double. Parmi les victimes, on ne comptait pas seulement des dirigeants de la SA. Il y avait aussi l'ancien chancelier Kurt von Schleicher, le critique conservateur Edgar Jung et l'ancien chef bavarois Gustav von Kahr, qui avait trahi Hitler lors du putsch de Munich en 1923 et attendait depuis 11 ans que l'on lui présente la facture. La nuit des longs couteaux eut des conséquences concrètes et immédiates sur le pouvoir de Heydrich. Les SA furent neutralisés en tant que force politique. Les SS, désormais indépendantes de la SA, devinrent l'élite incontestée de l'appareil répressif du Reich. Et Himmler, avec Heydrich à ses côtés, consolida son contrôle unifié sur l'ensemble de la police allemande, un processus qui aboutirait en 1936 lorsque Himmler fut nommé chef de toutes les forces de police du Reich et que Heydrich prit la tête de la police de sécurité unifiée.
La nuit de cristal fut également un moment de révélation pour le monde extérieur. Plusieurs puissances protestèrent officiellement. Le New York Times publia des articles détaillés en première page. L'ambassadeur américain Hugh Wilson fut rappelé à Washington en signe de protestation. Mais en Allemagne, le régime interpréta ces réactions comme de la propagande ennemie et les actes de terreur s'intensifièrent. Pour Heydrich, la nuit de cristal fut avant tout un succès organisationnel. Elle démontra que son appareil était capable de mobiliser une violence coordonnée à l'échelle nationale en quelques heures, et ce de manière à ce qu'elle puisse passer pour spontanée. Cette capacité à orchestrer le chaos tout en gardant le contrôle fut ce qui fit de lui l'homme indispensable dont Hitler aurait besoin pour la tâche à venir, la solution finale. Avant l'apparition des chambres à gaz, avant que les trains ne commencent à rouler vers Auschwitz avec leur chargement humain, il existait une autre méthode, plus directe, plus primitive et infiniment plus visible. Lorsque les forces allemandes envahirent la Pologne en septembre 1939, les Einsatzgruppen, groupes d'action mobile de la police de sécurité et du SD, commencèrent à opérer derrière les lignes de front avec une mission claire, éliminer les ennemis du Reich dans les territoires occupés. Cela incluait les Juifs, les intellectuels polonais, le clergé, les fonctionnaires de l'État. Les méthodes étaient primitives, des fusillades massives dans des fosses préalablement creusées, dans des champs à découvert, à l'orée des forêts. Mais c'est avec l'invasion de l'Union soviétique, le 22 juin 1941, que les Einsatzgruppen atteignirent un niveau d'horreur que le langage humain peut à peine décrire. Heydrich organisa 4 groupes, désignés A, B, C et D, qui opérèrent dans différents secteurs du front oriental. Leurs instructions, tirées des archives du procès de Nuremberg, ne laissaient aucun doute sur l'objectif. Les Juifs soviétiques devaient être éliminés. À Babi Yar, un ravin situé à la périphérie de Kiev, les 29 et 30 septembre 1941, l'Einsatzgruppe C a assassiné 33 771 Juifs en 48 heures. La méthode était toujours la même. Les victimes étaient conduites au bord du ravin, on leur ordonnait de se déshabiller, puis elles étaient fusillées. Les corps tombaient au fond. Les survivants des fusillades voisines étaient enterrés vivants. Le bruit des coups de feu était constant pendant 2 jours. Les habitants de Kiev, à plusieurs kilomètres de là, pouvaient l'entendre. C'est au cours de cette même semaine que Hermann Göring, en tant que numéro 2 du régime, signa le mandat officiel adressé à Heydrich, l'autorisant à prendre toutes les mesures organisationnelles, matérielles et financières nécessaires pour la mise en œuvre de la solution finale à la question juive dans toute l'Europe. La date figurant sur ce document est le 31 juillet 1941. Heydrich avait 37 ans et venait de recevoir le mandat d'extermination le plus étendu qu'aucun fonctionnaire n'ait jamais eu dans l'histoire moderne. La villa, située au 56 à 58 am Großen Wannsee, dans la banlieue sud-ouest de Berlin, était une élégante résidence avec vue sur le lac de Wannsee. Elle avait été achetée en 1940 par le SD à l'homme d'affaires Friedrich Minou pour un prix de transaction que certains documents suggèrent avoir été nettement inférieur à la valeur du marché, l'une des nombreuses acquisitions du régime alliant légalité formelle et contrainte implicite. Le bâtiment servait de centre de conférence et de lieu d'hébergement pour les hauts responsables de la SS. Heydrich avait tenté de convoquer cette conférence en décembre 1941, initialement prévue pour le 9 de ce mois. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre et la déclaration de guerre qui s'ensuivit de la part d'Hitler aux États-Unis, une décision qui déconcerta une grande partie de l'état-major allemand, obligèrent à la reporter. Le 8 janvier 1942, Heydrich envoya de nouvelles invitations pour le 20 janvier. 15 hauts responsables du parti nazi et de l'État allemand devaient y assister. La moitié d'entre eux avaient moins de 40 ans. 8 étaient avocats de formation. 10 avaient fait des études universitaires, dont 8 étaient titulaires d'un doctorat. Il s'agissait, en termes académiques, de l'un des groupes les plus qualifiés que le Reich pouvait réunir. Et ils se sont assis autour d'une table pour planifier le plus grand massacre de l'histoire. Parmi eux, Adolf Eichmann, chef du bureau des affaires juives du RSHA et expert en émigration forcée depuis 1938, qui fit également office de secrétaire de la Réunion en prenant des notes sténographiques.
Eichmann était arrivé à cette réunion avec un travail préparatoire déjà effectué. Une liste soigneusement élaborée indiquant le nombre estimé de Juifs dans chaque pays d'Europe, divisé en 2 colonnes. La première comprenait les territoires sous contrôle allemand direct. La seconde, les pays alliés, neutres ou en guerre contre l'Allemagne. Le total s'élevait à 11 200 000 personnes. C'était le chiffre que Heydrich présenterait comme l'ampleur du plan. La réunion commença vers midi. La présentation de Heydrich fut longue, systématique et délibérément euphémique dans son langage. Évacuation vers l'Est, traitement spécial, traitement final, mais parfaitement intelligible pour toutes les personnes présentes. Plusieurs des participants savaient déjà, depuis des mois, ce qui se passait dans les territoires de l'Est. Les Einsatzgruppen opéraient depuis juin 1941 et les premiers camps d'extermination, Chełmno avait commencé ses opérations en décembre 1941, étaient déjà en activité. Ce que Wannsee coordonnait n'était pas l'initiative de tuer, mais l'industrialisation de ce processus à l'échelle continentale et la répartition claire des responsabilités entre tous les organismes du Reich qui devraient collaborer. Heydrich exposa le plan par étapes. Les Juifs aptes au travail seraient employés à la construction de routes dans les régions orientales, en grandes colonnes de travail séparées par sexe. Ceux qui ne survivraient pas à ce processus, ou ceux qui resteraient à la fin, recevraient un traitement spécial. Personne dans la salle ne demanda ce que cette expression signifiait exactement. Tout le monde le savait. Ce que Heydrich a accompli à Wannsee n'était pas simplement de coordonner une politique déjà en cours. Ce qu'il a accompli était quelque chose de plus sophistiqué et, dans une certaine mesure, de plus pervers. Il a impliqué toutes les personnes présentes. Les représentants des ministères civils, des hommes qui, dans certains cas, avaient déjà exprimé des objections aux déportations massives, devinrent, en signant leur présence à cette réunion, des complices officiels. La nature précise de ce qui fut discuté fut consignée dans le procès-verbal que tous recevraient. Il n'y avait pas d'observateurs neutres autour de cette table, seulement des participants. L'historien David Cesarani, biographe d'Eichmann, souligne que l'objectif principal de Heydrich à Wannsee n'était pas tant de transmettre de nouvelles informations aux participants, beaucoup en disposaient déjà, que d'affirmer sa propre autorité en tant que coordinateur suprême de la solution finale, au-dessus des ministères civils et des commandements militaires qui avaient parfois opposé une résistance bureaucratique aux déportations. Heydrich voulait que personne à Berlin ne puisse dire par la suite qu'il n'était pas au courant, et il voulait que personne ne puisse entraver le processus sans se faire passer pour un opposant à une politique qui avait été formellement approuvée et consignée dans un procès-verbal. À l'issue de la réunion officielle, qui dura environ 90 minutes, Heydrich, le chef de la Gestapo Heinrich Müller et Eichmann restèrent seuls dans la salle. Selon le propre témoignage d'Eichmann lors de son procès à Jérusalem en 1961, les 3 hommes fumèrent et burent du cognac près de la cheminée pendant un moment. C'était, se souvint Eichmann, inhabituel de voir Heydrich boire. Il était habituellement abstinent, mais cet après-midi-là, il était satisfait. Eichmann décrivit ce moment comme l'un des rares où il vit Heydrich détendu, sans la tension maîtrisée qu'il projetait habituellement, presque content. Le système était en place, il ne restait plus qu'à le faire fonctionner. Le protocole de Wannsee, 15 pages, fut distribué en 30 exemplaires aux différents bureaux participants. Eichmann les rédigea à partir de ses notes sténographiques et Heydrich les relut personnellement avant de les approuver, supprimant ce qu'il qualifia lui-même de « vulgarisme » et ajustant le ton vers un langage plus officiel. 30 exemplaires portant la mention « Affaires secrètes du Reich ». À la fin de la guerre, presque tous furent détruits. En 1947, l'avocat germano-américain Robert Kempner, expulsé d'Allemagne par les nazis en raison de ses origines juives et revenu en tant que procureur lors des procès de Nuremberg, a retrouvé l'exemplaire numéro 16 parmi les archives confisquées au ministère allemand des Affaires étrangères. Cette copie, la seule sur 30, est aujourd'hui le document historique le plus important que nous conservions sur la planification bureaucratique de l'Holocauste. Il convient de s'arrêter sur ce chiffre, un exemplaire sur 30. Les 29 autres ont été brûlés, enterrés, méthodiquement détruits par des hommes qui savaient exactement ce qu'ils contenaient. Si ce seul exemplaire n'avait pas survécu,
L'argument de l'ignorance, celui que tant de fonctionnaires nazis ont brandi lors des procès d'après-guerre, aurait été incomparablement plus difficile à réfuter. En 1992, à l'occasion du 50e anniversaire de la conférence, la villa de Wannsee a été transformée en mémorial permanent. L'historien Joseph Wolf, survivant d'Auschwitz, qui s'était battu pendant des décennies pour que cela se réalise, n'a pas vécu assez longtemps pour le voir. Il s'était suicidé en 1974. Dans l'une de ses dernières lettres, il écrivait qu'il avait le sentiment que le monde avait oublié trop vite et qu'il n'avait plus la force de continuer à le lui rappeler. Le mémorial qu'il avait proposé en 1965 a mis 27 ans à voir le jour. En septembre 1941, Hitler prit une décision qui surprit beaucoup de monde dans les hautes sphères du régime. Le protecteur du Reich de Bohême-Moravie, le territoire tchèque occupé depuis 1939, Konstantin von Neurath, allait être temporairement relevé de ses fonctions. Von Neurath était considéré comme trop conciliant. La production industrielle tchèque, essentielle à l'effort de guerre allemand, était menacée par la résistance et le sabotage. Et à Berlin, l'opinion dominante était que la situation exigeait une main plus dure. Le choix se porta sur Heydrich. Le 27 septembre 1941, Reinhard Heydrich fut nommé Stellvertretender Reichsprotektor, protecteur du Reich par intérim, du protectorat de Bohême-Moravie. Son arrivée à Prague fut annoncée en grande pompe, dans un climat d'intimidation. Au cours de ces premières semaines, les tribunaux spéciaux du protectorat condamnèrent à mort 342 personnes et livrèrent 1289 autres à la Gestapo. C'est ce que consigna Heydrich lui-même dans un rapport envoyé à Berlin en novembre 1941, dont nous conservons une copie dans les archives de Nuremberg. Les exécutions étaient publiées dans les journaux et affichées sur des panneaux dans les bâtiments publics. Nom, date, fonction. C'était de la terreur pédagogique. Pour les Tchèques, l'arrivée de Heydrich fut un choc systémique. En 1941, Prague était une ville qui avait appris à survivre sous l'occupation grâce à un mélange de résistance passive et de collaboration stratégique. Tout cela prit fin. Les arrestations de dirigeants syndicaux, d'intellectuels, de prêtres, de fonctionnaires soupçonnés de sympathiser avec le gouvernement tchèque en exil, qui opérait depuis Londres sous la présidence d'Edvard Beneš, se multiplièrent. Le premier ministre du gouvernement collaborationniste, Alois Elias, fut arrêté le jour même de l'arrivée de Heydrich, jugé et condamné à mort. Mais Heydrich n'était pas seulement synonyme de terreur, c'était aussi un gestionnaire avisé de la carotte lorsqu'il la jugeait tactiquement utile. Pour les ouvriers industriels tchèques, ceux qui faisaient tourner les usines d'armement de Skoda, de Brno et d'Ostrava, essentielles à la production de guerre allemande, il mit en place un système de rations alimentaires améliorées, de soins médicaux et de congés payés. L'objectif était clair, maximiser la productivité. La production des usines tchèques sous son commandement augmenta considérablement en quelques mois seulement. Cette même efficacité qu'il appliquait à l'extermination, il l'appliquait à la gestion industrielle. Il était, en ce sens horrifiant, un brillant administrateur. Sa famille vint s'installer avec lui au château de Jungfern-Břechan, Panenské Břežany en tchèque, à une quinzaine de kilomètres au nord de Prague. Il s'agissait d'une propriété confisquée à Max Hohenlohe, un homme d'affaires juif. C'est là que Heydrich commençait ses journées en jouant du violon le matin, en jouant avec ses 3 enfants, Klaus, né en 1933, Heider en 1934, et Silke en 1939, tandis que sa femme Lina attendait leur 4e enfant. Cette image de vie familiale normale cohabitait, sans contradiction apparente, avec les ordres qu'il signait chaque après-midi. La ville de Prague allait donner au monde le titre sous lequel l'histoire se souviendrait de lui, le boucher de Prague. Dans la nomenclature de l'horreur nazie, ce surnom avait de la concurrence, mais rares sont ceux qui l'ont mérité avec autant d'efficacité et en si peu de temps. Tandis que Heydrich consolidait son emprise sur la Bohême et la Moravie depuis le château de Panenské Břežany, à quelques 2000 km de là, dans les terres froides et brumeuses du nord de l'Écosse, 2 hommes s'entraînaient au saut en parachute et démontaient des armes les yeux bandés. Joseph Gabčík était né le 8 avril 1912 à Poluvří, un petit village du nord-ouest de la Slovaquie qui faisait alors partie de la Tchécoslovaquie.
Issu d'une famille paysanne, il avait accompli son service militaire dans l'armée tchécoslovaque et était sous-officier lorsque l'invasion allemande a désintégré le pays en mars 1939. Face à l'occupation, Gabčík fit ce qu'un nombre considérable de soldats tchèques et slovaques firent. Il passa clandestinement en Pologne et de là s'engagea dans la Légion étrangère française. C'était le seul moyen disponible de continuer à se battre. Jan Kubiš était tchèque, né le 24 juin 1913 à Dolní Vilémovice, en Moravie, dans une famille ouvrière. Lui aussi avait servi dans l'armée tchécoslovaque, lui aussi s'était enfui en Pologne, et lui aussi avait fini par rejoindre la Légion en France. C'est probablement dans ce contexte que Gabčík et Kubiš se sont rencontrés. Ils partageaient non seulement leurs origines, mais aussi ce caractère particulier des hommes qui ont vu leur patrie tomber et ont choisi de continuer à se battre. Une détermination qui n'a pas grand-chose à voir avec l'héroïsme romantique et qui ressemble davantage à une dette sans délai de prescription. Après la chute de la France en juin 1940, les forces tchèques et slovaques furent évacuées vers la Grande-Bretagne, où le gouvernement tchécoslovaque en exil, sous la présidence d'Edvard Beneš, continuait d'opérer à Londres. À l'automne 1941, Beneš et les services de renseignement militaire tchèques, dirigés par le général František Moravec, subissaient une pression croissante. Les Alliés remettaient en cause la légitimité du gouvernement en exil. Les Allemands affirmaient que les Tchèques avaient docilement accepté l'occupation. Et l'accord de Munich de 1938, qui avait livré les Sudètes à Hitler avec l'approbation de la France et de l'Angleterre, empoisonnait encore les relations entre Beneš et ses alliés occidentaux. La solution que Moravec, en coordination avec le service d'opérations spéciales britannique, le SOE, proposa était d'une logique brutale, assassiner Heydrich. Un coup spectaculaire porté au cœur du Reich prouverait que la résistance tchèque était bien réelle. Il forcerait les Alliés à prendre position. Et, s'il réussissait, il éliminerait l'homme qui était, d'un point de vue opérationnel, le cerveau le plus dangereux de l'appareil nazi. L'opération reçut le nom de code anthropoïde. En grec, cela signifie « de forme humaine ». C'est le terme que les zoologistes utilisent pour décrire les primates qui ressemblent morphologiquement à l'homme. Le 28 octobre 1941, jour de la fête nationale tchécoslovaque, un choix délibéré et symbolique, les préparatifs officiels commencèrent. Parmi les 2000 soldats tchécoslovaques exilés en Grande-Bretagne, le général Moravec sélectionna personnellement 2 douzaines des plus aptes. Ils furent envoyés à Harisag, en Écosse, dans l'un des centres d'entraînement du SOE, où ils furent soumis à un programme intensif de combat au corps à corps, de maniement des explosifs, de techniques de survie, de communication clandestine et de sauts en parachute. Gabčík et Kubiš furent choisis pour mener à bien la mission principale. Mais avant d'en arriver là, il y eut un contretemps. Le coéquipier initial de Gabčík pour la mission, le sergent Karel Svoboda, a subi une grave blessure à la tête pendant les exercices d'entraînement. Gabčík a insisté pour que Kubiš le remplace. Il connaissait son caractère, avait confiance en ses réflexes et savait que, dans une opération de ce type, la complicité entre les exécutants était aussi importante que les compétences techniques. Le commandement a accepté. La nuit du 28 décembre 1941 n'était pas propice au vol. Le temps sur l'Europe centrale était exécrable. Neige, vent, nuages bas, rendant la navigation à vue presque impossible. Un bombardier Halifax de la 138e escadrille de la RAF décolla de la base aérienne de RAF Tangmer, dans le sud de l'Angleterre, avec 9 parachutistes à bord, répartis en 3 groupes ayant des missions différentes, Gabčík et Kubiš formant le groupe anthropoïde. Le plan était de les larguer à l'est de Pilsen, où ils avaient établi des contacts avec le réseau de résistance. Mais les choses se sont déroulées autrement. Les membres d'équipage du Halifax ont rencontré de graves problèmes de navigation, la neige masquait les repères au sol, et les 2 groupes ont atterri à des endroits complètement différents de ceux prévus. Gabčík et Kubiš se sont posés près de Nevízdy, à l'est de Prague, à plus de 60 km du lieu prévu. L'atterrissage fut chaotique dès la première seconde. Gabčík, en approchant du sol dans l'obscurité, avait mal calculé son altitude et avait atterri violemment, se blessant au pied gauche. Kubiš atterrit sans blessure grave.
Les deux hommes se déplacèrent dans l'obscurité, enfouirent leurs parachutes dans la neige et cherchèrent refuge dans les tunnels abandonnés d'une ancienne carrière de pierre à la périphérie du village. Il était minuit. Il faisait plusieurs degrés en dessous de zéro. Au cours de la nuit, un garde-chasse local, dont le nom n'est pas mentionné avec certitude dans les archives historiques, entendit le bruit de l'avion, grimpa sur le toit de sa maison et distingua deux silhouettes tombant vers la campagne. Le lendemain matin, il trouva les parachutes enfouis et suivit une trace de pas dans la neige. Il rejoignit les deux hommes à l'intérieur de la carrière et les interpella. Gapsik et Kubis tentèrent d'abord de se faire passer pour des géomètres. Cela ne fonctionna pas. Leur papier d'identité était parfait sur le papier, mais en totale contradiction avec le comportement de quelqu'un qui venait de passer la nuit dans une carrière gelée. Face à l'inévitable, ils révélèrent la vérité. Le garde, après quelques instants qui durent sembler une éternité aux deux soldats, choisit de les aider. Ils n'étaient pas les seuls à les avoir entendus arriver. Le matin même, un deuxième homme fit son apparition. Un meunier de la région qui avait lui aussi entendu l'avion et qui s'avéra être membre de Sokol, une organisation nationaliste tchèque interdite par les nazis. C'était précisément le genre de contact que leurs instructions leur interdisaient d'établir avant d'avoir accompli leur mission. Mais ils se trouvaient à 60 km de l'endroit où ils devaient être, l'un d'eux marchait avec difficulté et ils ne disposaient pas des contacts préalables nécessaires pour se déplacer en toute sécurité. Ils enfreignirent les règles. Ils acceptèrent l'aide. Au cours des mois suivants, Gapsik et Kubis se déplacèrent à Prague sous la protection d'un réseau de familles ordinaires. Un couple d'ingénieurs, une famille de fonctionnaires, une femme travaillant dans l'administration du protectorat. Chacune de ces personnes savait que si elles étaient découvertes, elles seraient exécutées. Et elles savaient aussi que leur famille serait probablement tuée. Elles le firent quand même. Pendant les mois qu'ils passèrent à Prague avant l'attentat, de janvier à mai 1942, Gapsik et Kubis observèrent Heydrich avec la patience et la rigueur d'hommes, sachant qu'ils n'auraient qu'une seule chance. Ils étudièrent ses itinéraires, ses horaires, ses habitudes. Ils reçurent même des informations de personnes travaillant à l'intérieur du château de Panenské-Brezany. Ce qu'ils découvrirent leur inspira à la fois espoir et désespoir. Heydrich était extrêmement vulnérable sur un point précis. Contrairement à la plupart des hauts dignitaires du Reich, il refusait de se déplacer avec une escorte armée. Il n'avait pas de garde du corps personnel. Il parcourait les 16 kilomètres qui séparaient son château de son bureau au palais Tchernin à Prague, où se trouvait son quartier général, dans une Mercedes-Benz 320 cabriolet décapotable, accompagné uniquement de son chauffeur, le SS Oberscharführer Johannes Klein, sans blindage, sans convoi, sans hommes armés à ses côtés. La raison de cette absence délibérée de protection était, selon ceux qui le connaissaient, un mélange d'arrogance et de démonstration de force psychologique. Heydrich voulait que les Tchèques sachent qu'il n'avait pas peur d'eux. Il voulait qu'ils comprennent que la terreur qu'il incarnait rendait toute protection personnelle inutile. C'était, selon sa propre logique de domination, la preuve la plus claire de qui commandait. C'est cette arrogance qui allait le tuer. Les deux parachutistes examinèrent plusieurs lieux possibles pour l'attentat. Le château était trop surveillé. Le trajet passait par plusieurs tronçons de route dégagés où une embuscade aurait été risquée. Mais il y avait un point sur le trajet qui s'avérait particulièrement favorable. Un virage serré dans le quartier de Olesovičkaš, à la périphérie de Prague, où la circulation obligeait les véhicules à ralentir. C'était le point où la Mercedes de Heydrich serait la plus vulnérable. Ils avaient également reçu des informations selon lesquelles Heydrich pourrait bientôt être muté à d'autres fonctions. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Hitler aurait besoin de lui ailleurs. La pression pour agir avant que ce transfert n'ait lieu devint insupportable. Le 26 mai 1942 fut en apparence un après-midi tranquille. Heydrich et Lina assistèrent à un concert dans une salle de Prague où étaient interprétées des compositions de Bruno Heydrich, le père. La famille était réunie. C'était une soirée musicale, la même musique avec laquelle Reinhard avait grandi. Selon certains récits, à la fin du concert, il s'approcha pour saluer les musiciens, avec l'affinité naturelle que tout violoniste ressent face à une prestation de qualité. À quelques rues de là, Gapsik et Kubis effectuaient leur dernière vérification. Pour le lendemain, ils avaient préparé 2 mallettes.
Dans l'une des montées en pièces détachées se trouvait la mitrailleuse Sten de type 2, une arme britannique bon marché réputée pour sa légèreté et sa maniabilité, mais aussi pour une faiblesse que ses utilisateurs connaissaient bien. Dans certaines conditions, le mécanisme de tir pouvait s'enrayer. Dans l'autre mallette, 2 grenades à main modifiées, de fabrication spéciale, conçues par le SOE. Pour dissimuler le contenu des mallettes, ils les recouvrirent de couches d'herbes fraîches. En période de pénurie alimentaire, de nombreux habitants de Prague élevaient des lapins domestiques. Transporter de l'herbe pour les nourrir était la chose la plus normale au monde. Sur ce, ils sont allés se coucher. Le matin du 27 mai 1942 s'annonçait avec une température agréable pour la saison à Prague. Environ 17 degrés, ciel partiellement nuageux. Heydrich commença la journée par sa routine habituelle. Petit déjeuner en famille, jeu avec ses enfants, cela faisait 3 semaines qu'il prévoyait de se rendre à Berlin pour rencontrer Hitler. Ce jour-là, il allait le faire. De Prague, d'abord en voiture jusqu'à l'aéroport, puis de là en avion. Vers 10h30, il monta dans la Mercedes décapotable aux côtés de son chauffeur Johannes Klein. Le toit du véhicule était baissé. Il faisait suffisamment beau pour cela. Au virage de la rue V. Olesovicache, dans le quartier de Liben, une zone résidentielle dense avec des tramways et des piétons, Gabčík attendait debout sur le trottoir. Il portait la mallette contenant le Sten. Kubis se trouvait à quelques mètres avec les grenades. Ils étaient à leur poste depuis plus d'1 heure, tendus, surveillant le temps, observant la circulation. Avec eux se trouvaient 3 autres membres du réseau de parachutistes qui assurèrent le soutien et la surveillance. Joseph Walsik, Oldrich Pechal et Adolf Opalka. À 10h32, la Mercedes apparut au bout de la rue et commença à ralentir en entrant dans le virage. Gabčík jeta la mallette, sortit le Sten et le pointa directement vers le véhicule. Il appuya sur la gâchette. Rien. L'arme s'était enrayée. La balle n'était pas sortie. Les mois de préparation, l'entraînement en Écosse, l'attente de près de 5 mois à Prague, tout cela condensé en cette seconde de silence mécanique. Heydrich, depuis la banquette arrière décapotable, vit Gabčík debout sur le trottoir, une arme pointée sur lui. Il commit alors l'erreur qui allait lui coûter la vie. Au lieu de crier au chauffeur d'accélérer, il ordonna d'arrêter la voiture, et il se leva en sortant son pistolet. Cette seconde d'arrogance suffit à Kubis. À ce moment-là, Kubis lança l'une des grenades vers la Mercedes. Elle ne pénétra pas à l'intérieur du véhicule. Il rata légèrement son tir et la grenade heurta l'aile arrière droite, mais l'explosion projeta des fragments de métal et le rembourrage du siège, de la crin de cheval, dans toutes les directions. Plusieurs éclats pénétrèrent dans le flanc droit du corps de Heydrich, dans le dos, la hanche, le diaphragme. La rate fut perforée. Un fragment de crin l'atteignit également, qui allait, dans les jours suivants, servir de vecteur d'infection. Le chauffeur Klein sauta de la voiture et se lança à pied à la poursuite de Gabčík, laissant Heydrich seul, debout près du véhicule, un pistolet à la main mais visiblement incapable de se tenir droit. Gabčík parvint à faire fonctionner le Sten à ce moment-là et tira sur Klein, le blessant à la jambe. Kubis, déjà sur son vélo, disparut dans les ruelles. Heydrich s'appuya contre la voiture avec de plus en plus de difficultés. Une Tchèque qui passait par là, dont les registres mentionnent le nom comme étant Marie Navarova, comprit immédiatement ce qui s'était passé, arrêta un camion de livraison et aida à charger Heydrich. Il fut transporté à l'hôpital de Bulovka, à quelques centaines de mètres du lieu de l'attentat. Les chirurgiens qui l'ont pris en charge lui ont pratiqué une splénectomie d'urgence et ont extrait les fragments de métal visibles. L'opération fut un succès technique. Heydrich reprit conscience et, dans les premiers jours, le pronostic semblait favorable. Himmler envoya l'un des meilleurs médecins du Reich pour superviser son rétablissement. Hitler exprima publiquement sa confiance dans le fait qu'il survivrait. Mais la crin de cheval avait pénétré profondément. Et Prague n'était pas Berlin, en termes de moyens médicaux disponibles à l'époque. Au cours de la première semaine de juin, les signes de septicémie commencèrent à apparaître. Le 4 juin 1942, à 4h30 du matin, Reinhard Heydrich mourut d'un empoisonnement du sang. Il avait 38 ans. Hitler était furieux d'une manière que ses proches collaborateurs décrivirent comme différente de ses colères habituelles. Ce n'était pas un accès de colère théâtrale, c'était quelque chose de plus froid, plus proche du genre de colère que Heydrich lui-même aurait reconnu.
La riposte fut immédiate et disproportionnée, d'une ampleur que les commandants militaires allemands eux-mêmes dans le protectorat jugèrent excessive. Dans les jours qui suivirent l'attentat du 27 mai, la Gestapo arrêta plus de 13 000 personnes dans tout le protectorat. Beaucoup furent torturés. Plusieurs centaines furent exécutées rien qu'à Prague. Mais la répression la plus connue, et la plus délibérée en tant que message adressé au monde, s'est concentrée sur un village de 503 habitants, situé à environ 25 km au nord-ouest de Prague, Lidice. Les services de renseignement du régime avaient faussement lié Lidice aux assassins de Heydrich à partir d'une lettre interceptée. Les preuves étaient fallacieuses. Aucun des parachutistes n'avait de lien réel avec le village, mais cela n'avait aucune importance. Il fallait une cible tangible. Lidice l'était. À l'aube du 10 juin 1942, des unités de la SS et de la police encerclèrent le village pendant que ses habitants dormaient. Les hommes, 173 au total, furent sortis de leur maison et fusillés sur place dans les champs avant le lever du jour. Les femmes, 184, furent embarquées dans des camions et déportées vers le camp de concentration de Ravensbrück. Sur les 95 enfants du village, 81 furent transférés au camp d'extermination de Chełmno, en Pologne, où ils périrent dans des camions à gaz aménagés pour le massacre. Les 8 autres furent sélectionnés comme candidats à la germanisation. Ils étaient suffisamment blonds et avaient la peau suffisamment claire pour être confiés à des familles allemandes qui les élèveraient comme leurs propres enfants, effaçant ainsi leur identité. Après avoir tué et déporté tous ces habitants, les unités allemandes ont procédé à la démolition systématique de chaque bâtiment du village, maison, église, école. Elles ont fait sauter le cimetière. Elles ont détourné et modifié le cours du petit ruisseau qui traversait le village. Et elles ont filmé tout le processus, non pas dans l'intention de le dissimuler, comme elles le faisaient pour la plupart de leurs crimes, mais précisément pour le montrer. La destruction de Lidice était un acte de propagande délibéré. Le message était sans équivoque. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent résister. En 1943, il ne restait plus rien là où se trouvait Lidice, seulement un champ vide envahi par l'herbe. 14 jours plus tard, un autre village connut un sort similaire, Ležáky, en Bohême orientale. On y avait trouvé un émetteur radio appartenant au groupe Silver A, l'une des autres équipes de parachutistes qui avaient atterri avec le groupe Anthropoid. Tous les adultes de Ležáky, 33 personnes, furent exécutés. Leurs enfants furent confiés à des familles allemandes ou assassinés. Le village fut rasé. 2 villages rayés de la carte. Au total, plus de 13 000 personnes arrêtées. Plusieurs milliers de Tchèques exécutés en réponse directe à la mort d'un seul homme. Alors que Prague brûlait sous les représailles, Gabčík, Kubis et 5 autres parachutistes avaient trouvé refuge au seul endroit où ils le pouvaient, la cathédrale des Saints Cyril et Méthode, rue Reslova, dans le quartier de Nové Mesto. C'était une cathédrale de l'église orthodoxe tchèque et slovaque, et son évêque, Gorazd, avait décidé, en pleine conscience du risque que cela impliquait, de leur offrir le refuge de la crypte. La crypte était un espace étroit et humide, aux murs de pierre de plus d'1 mètre d'épaisseur. Elle ne disposait que d'une seule ouverture sur la rue, une petite fenêtre, au niveau du trottoir, par laquelle une personne pouvait à peine passer. C'était à la fois une cachette presque impénétrable et un piège mortel si l'ennemi la découvrait. Les 7 hommes qui y vivaient savaient ce qui se passait dans la ville. Ils connaissaient Lidice. Ils connaissaient les affiches avec les noms des fusillés. Le poids de cette culpabilité, ils savaient que des centaines d'innocents étaient morts à cause de ce qu'ils avaient fait, devenait insupportable. Selon certaines sources, ils discutèrent entre eux de la possibilité de se rendre dans un lieu public, de se montrer et d'inclure dans la note qu'ils laisseraient derrière eux une déclaration explicite de responsabilité qui pourrait peut-être mettre fin aux représailles. Ils n'eurent pas le temps de mettre ce plan à exécution. Le 16 juin 1942, Karel Kurda, un parachutiste du groupe Outdistance qui s'était posé en Tchécoslovaquie dans le cadre d'une autre mission, se présenta au siège de la Gestapo à Prague. En échange d'1 million de Reichsmark et de la garantie d'une nouvelle identité, il a livré les noms des principaux membres du réseau qui hébergeaient les parachutistes, y compris celui de la famille Moravec.
La Gestapo fit irruption la nuit même dans l'appartement des Moravec. Madame Marie Moravkova, pressentant ce qui allait se passer, avala une pilule de cyanure et mourut avant qu'on ne puisse l'arrêter. Son mari et son fils Atta, qui avait 17 ans, furent arrêtés. Le jeune homme fut soumis à des interrogatoires d'une brutalité que les propres registres du régime documentent sans vergogne. Dans ces conditions, il finit par révéler ce que sa mère lui avait dit lors d'une conversation qu'il se souviendrait désormais comme la plus importante de sa vie. Que s'il se trouvait un jour en danger réel, il devait se rendre à l'église des Saint-Cyril et Méthode. À l'aube du 18 juin 1942, des unités SS encerclèrent la cathédrale de la rue Reslova. Le nombre d'hommes déployés pour encercler l'église où se cachaient 7 soldats armés de pistolets s'élevait à environ 750, selon les registres allemands de l'opération. Les 7 hommes qui se trouvaient à l'intérieur savaient, dès qu'ils entendirent les premiers bruits dans la rue, que c'était la fin. La bataille a commencé à 4h15 du matin. Les 3 parachutistes qui se trouvaient dans la partie supérieure de la cathédrale, Jan Kubis, Adolf Opalka et Joseph Bublik, ont mené pendant des heures un échange de tirs depuis le chœur et la nef, tirant par les fenêtres contre des assaillants qui les surpassaient en nombre dans un rapport de plus de 100 contre 1. Lorsque les nazis tentèrent de pénétrer par les portes latérales à l'aide de grenades, les défenseurs ripostèrent depuis leur position surélevée avec une précision qui, selon le rapport envoyé à Berlin par l'officier allemand commandant les opérations, causa entre 15 et 20 pertes parmi les assaillants. Kubis fut grièvement blessé lors de ce premier échange. 2 des 3 autres hommes présents dans la nef tombèrent au combat. Kubis fut emmené inconscient hors de l'église par les nazis lorsqu'ils s'emparèrent de l'étage supérieur. Il mourut peu après à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Opalka et Bublik tombèrent dans l'église. Au sous-sol, Gabčík et 3 autres compagnons, Valsík, Švarc et Ruby, continuèrent à résister dans la crypte pendant plusieurs heures supplémentaires. Les nazis tentèrent de pénétrer par l'escalier intérieur et furent repoussés. Ils tentèrent de faire sauter la porte à l'aide d'explosifs, mais les 4 hommes résistèrent. Finalement, les commandants allemands firent appel aux pompiers de Prague, sous la contrainte, car beaucoup n'étaient pas volontaires pour cette tâche, et ordonnèrent qu'ils introduisent des lances à eau sous pression par la petite fenêtre de la crypte afin de l'inonder. La pression de l'eau augmentait. Les 4 hommes durent grimper sur les pierres tombales et les niches pour rester au-dessus du niveau de l'eau. Les nazis criaient de l'extérieur, les exhortant à se rendre, leur promettant la vie en échange de leur reddition. Aucun ne répondit à ces promesses. Les 4 hommes y trouvèrent la mort. Gabčík se suicida. Les sources divergent quant à savoir s'il utilisa la dernière balle qui lui restait dans son pistolet ou du cyanure, mais le résultat est le même. Valsík, Švarc et Ruby firent de même. Ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient plus de balles. Ils ne se rendirent pas. La bataille pour une église, 7 hommes contre 750, a duré plus de 6 heures. Dans les jours qui ont suivi la bataille de la cathédrale, les représailles du régime se sont encore étendues. L'évêque Gorazd et 3 autres ecclésiastiques de l'Église orthodoxe qui avaient eu connaissance ou participé à la mise à l'abri des parachutistes furent arrêtés, jugés lors d'un procès sommaire et exécutés le 3 septembre 1942. Des dizaines de fidèles et de personnes liées à l'Église connurent le même sort. Karel Kurda, le traître, a continué à collaborer avec la Gestapo jusqu'à la fin de la guerre. Lorsque le Reich s'est effondré, il a tenté de se cacher, mais il a été capturé par les autorités tchécoslovaques dans les mois qui ont suivi la libération. Il fut jugé pour trahison et exécuté à Prague le 29 avril 1947. Selon les procès-verbaux du procès, lorsque le juge lui demanda comment il avait pu faire cela, il répondit « Qu'auriez-vous fait pour 1 million de marks ?» Le haut fonctionnaire nazi Karl Hermann Frank, qui avait signé les ordres de destruction de Lidice et de Ležáky, et qui, pendant l'occupation, fut le principal exécutant de la terreur allemande dans le protectorat, fut jugé par un tribunal tchécoslovaque en 1946. Il fut condamné à mort et exécuté publiquement le 22 mai 1946 à Prague, devant une foule de plusieurs milliers de personnes. Quant aux funérailles de Heydrich, Hitler ordonna qu'il s'agisse d'une cérémonie d'État à Berlin avec tous les honneurs. Le 9 juin 1942, le cercueil fut solennellement transporté de Prague vers le Reich.
Au palais de la Chancellerie, devant le cercueil recouvert du drapeau des SS, Hitler prononça l'éloge funèbre. Himmler prit également la parole. Les dignitaires du Reich défilèrent. Ce fut un spectacle de deuil impeccablement orchestré. Et ce fut aussi, à un niveau que personne parmi les personnes présentes n'aurait admis à voix haute, la mise en scène de la peur. Tous savaient qui était réellement Heydrich, ce qu'il avait dans ses dossiers, tout ce qu'il savait. Et tous, d'une certaine manière, poussèrent un soupir de soulagement lorsque le cercueil fut refermé. La veuve, Lina von Osten-Heydrich, retourna à Prague avec ses 4 enfants. Marthe était née peu après l'attentat et ne revint en Allemagne qu'en 1945. Après la défaite du Reich, les biens de Heydrich furent confisqués en tant que biens de criminels de guerre. Au cours des décennies suivantes, Lina se battit devant les tribunaux de la République fédérale d'Allemagne pour récupérer une partie de ses biens, arguant que son mari avait été un fonctionnaire de l'État qui exécutait des ordres. Elle remporta plusieurs de ses procès. Dans les années 1950, elle obtint une pension de veuvage considérable des tribunaux allemands et récupéra la villa d'été de sa famille. Lina von Osten-Heydrich est décédée en 1985, après avoir défendu publiquement pendant des décennies la mémoire de son mari et nié qu'il ait eu une quelconque responsabilité dans des crimes de guerre. Ses mémoires, publiées en 1976 sous le titre « Leben mit einem Kriegsverbrecher » « Vivre avec un criminel de guerre », sont remarquables surtout par ce qu'elles ne disent pas. En 1942, le nom de code que les nazis donnèrent au projet d'extermination dans le cadre de l'opération Reinhard, Action Reinhard, était une dédicace macabre. Il porterait le nom de Heydrich. Sous ce nom, entre 1942 et 1943, les camps d'extermination de Bełżec, Sobibor et Treblinka ont assassiné environ 1,7 million de personnes, en grande majorité des Juifs polonais. L'action Reinhard portait le nom de l'homme qui avait conçu ce système. Personne au sein du régime ne considéra cela comme un honneur excessif pour quelqu'un qui était mort à l'âge de 38 ans. À l'angle des rues Fi Olesowicach et Kirchmajerowa, dans le quartier de Liben à Prague, se trouvent aujourd'hui une plaque et un petit monument à l'endroit exact où la Mercedes de Heydrich fut arrêtée le 27 mai 1942. C'est un lieu sobre, sans dramatisme architectural. Les tramways continuent de passer. Les habitants du quartier le connaissent. Dans la cathédrale des Saints-Cyril et Méthode, rue Reslova, le sous-sol où Gabčík et ses compagnons ont combattu est aujourd'hui un musée. Les murs de la crypte conservent les traces des balles et de l'eau qui a tenté de les noyer. Les bustes des 7 parachutistes regardent depuis les niches où se trouvait leur position. L'endroit possède cette particularité propre au lieu où le temps n'a pas fini de s'écouler. Chaque année, le 18 juin, une cérémonie de commémoration y est organisée. Dans la campagne où se trouvait Lidice, au nord-ouest de la Bohême, il y a également un mémorial. Il n'y a pas de ruines, les Allemands ont veillé à ce qu'il n'en reste aucune. Il y a un musée, il y a un espace en plein air où une sculpture en bronze de Marija Uschitilova représente les 82 enfants assassinés à Chełmno. Et il y a un roseraie, le Jardin de la Paix, où des villes du monde entier ont envoyé des rosiers en geste symbolique depuis les années 1940. Le lieu est visité chaque année par des dizaines de milliers de personnes. À Ležáky, à une centaine de kilomètres au sud-est de Prague, se trouve un autre mémorial sur le site où se trouvait autrefois le village. L'opération Anthropoïde eut des conséquences que le gouvernement tchèque en exil n'avait pas entièrement anticipées. Beneš avait poussé à cette opération, en partie, pour forcer les Alliés à déclarer nul l'accord de Munich. Il y parvint. L'horreur de Lidice suscita une pression internationale suffisante pour que le Royaume-Uni et la France déclarent formellement l'accord invalide, garantissant ainsi que les territoires des Sudètes seraient rendus à la Tchécoslovaquie une fois la guerre terminée. Ce fut le cas, mais le prix à payer fut terrible. Plus de 5000 Tchèques périrent directement à la suite des représailles déclenchées par la mort de Heydrich. 2 villages furent rayés de la carte. Des dizaines de familles qui avaient aidé les parachutistes furent exécutées jusqu'au dernier membre. Et les 7 hommes qui avaient mené la seule opération d'assassinat réussie d'un haut dignitaire nazi de toute la Seconde Guerre mondiale moururent tous, sans exception. Józef Gabčík avait 30 ans lorsqu'il est mort dans la crypte de la cathédrale.
Jan Kubis, 28. Leur pays d'origine, la Slovaquie et la République tchèque, les considèrent comme des héros nationaux depuis des décennies. En Slovaquie, la ville de Poluvci, où Gabčík est né, porte aujourd'hui des rues et des monuments à son nom. En Moravie, le village de Dolní Vilémovice, où Kubis est né, préserve sa mémoire avec la même dévotion. Il y a une question qui circule dans les cercles d'historiens qui étudient le Troisième Reich avec une récurrence qui ne cesse de se renouveler. Que se serait-il passé si Heydrich n'était pas mort en juin 1942 ? Aurait-il succédé à Hitler ? Aurait-il poursuivi l'Holocauste avec encore plus d'efficacité ? Aurait-il été capable, grâce à son intelligence organisationnelle et à son sang-froid absolu, de prolonger la résistance allemande au-delà de 1945 ? Personne ne le sait. L'histoire ne fonctionne pas avec des conditionnels. Ce que nous savons, c'est ce qui s'est passé. Que l'homme que Hitler appelait « l'homme au cœur de fer » est mort à 38 ans d'une infection causée en partie par le crin de cheval de la sellerie d'une voiture, aux mains de 2 soldats qui avaient tout donné pour accomplir ce que le monde libre était incapable de faire depuis ses bureaux et ses quartiers généraux. L'appareil que Heydrich avait construit continua de fonctionner sans lui. Le RSHA poursuivit ses activités sous la direction d'Ernst Kaltenbrunner. L'opération Reinhard suivit son cours. Les trains continuèrent de rouler vers Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Bełżec. La machine était désormais suffisamment autonome pour ne plus avoir besoin de son créateur. Mais le créateur, c'était Heydrich. Et le créateur était mort. À Prague, lorsque la nouvelle de son décès se répandit le matin du 4 juin 1942, les gens dans les rues ne réagirent pas. Il n'y eut pas de célébration, cela aurait été suicidaire. Mais ceux qui se trouvaient dans les tramways, les boulangeries et les marchés ont conservé, dans les témoignages recueillis après la guerre, ce moment particulier de silence qui se distingue de la peur. Le silence de ceux qui comprennent que quelque chose a changé, même s'ils ne savent pas encore comment, ni dans quelle mesure. Quelque part dans la crypte de la cathédrale des Saints Cyril et Méthode, derrière un mur de pierre qui porte encore les traces de l'eau et des balles, se trouve l'endroit exact où Gabčík et ses hommes ont démontré que même la terreur la plus systématisée a des failles, que même la bureaucratie de l'extermination a un corps, et que ce corps peut être atteint par 2 mallettes, un vélo, une grenade, et 2 hommes qui ont décidé que cela valait la peine d'essayer, même s'ils ne devaient pas revenir. Le cœur de fer n'était pas indestructible, après tout.